Salut Julien, Salut Anthony. auditeur, auditrice, bonjour. Bonsoir. Voilà, comme ça on a les deux. Oui, non, il y en a au moins un qui aura bon. Oui, je pense. Comment ça va depuis la dernière fois? Bah, écoute, ça va très bien. Il y a eu des bons retours sur le pilote, donc je suis content. Oui, Wow. Donc oui, ben, c'est tout pour ça roule. qu'on est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, Ensemble. même sur d'autres émissions, j'ai des intervenants qui m'ont dit, dont celle de tout à l'heure, euh, une anthropologue là, Ouais. qui m'a dit c'est une très bonne idée, vous devriez aussi recevoir des professeurs, parce qu'entre nous, on se connaît pas trop bien et tout. Mhm. Et ça serait cool que on puisse partager ce genre de choses un peu intimes. Ça peut être. Ouais, ça peut être En sympa. gros, en Ça gros, peut être très il y a sympa, une oui. clientèle en tout cas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Une petite clientèle. Mais c'est pour ça qu'on est là pour la deuxième. Alors la dernière fois, on était parti avec Pierre Bourdieu sur la question de déterminisme. Et je parlais la dernière fois de cet auteur suédois, Stig Dagerman. Auteur très peu connu en France. C'est aussi pour ça que je le présente. Alors, je fais une petite intro sur... je vais essayer cette fois de faire une petite intro sur notre auteur, parce qu'il est peut-être moins connu. Il parlera moins en tout cas que Pierre Bourdieu. Mhm, mhm. Alors, Stig Dagerman, pardon, c'est un auteur suédois. Il est à la fois écrivain, journaliste. Il est né en 1923 pour les exposés du collège. Ça va, il y a Mhm, peut-être mhm. des collégiens Oui, qui... Osé, hein. tu as raison. Euh, il est, je disais, écrivain journaliste et je disais, ça va te plaire, il est anarcho-syndicaliste. Oui, 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 oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Parce que tiens, je demandais à Julien, lui, il doit savoir précisément de quoi il s'agit. Oui, alors, Bon, enfin, je oui, ne suis pas débile non plus, je vois à peu près dans le titre, mais oui. je pense que tu as quelques infos à nous donner là-dessus. On sent que c'est pas forcément de droite, ouais. Non, Oui. ouais, anarcho-syndicaliste en général, ça fait référence à, surtout dans ces périodes-là, à, au syndicalisme des origines. Le syndicalisme, ça naît à la fin du 19e siècle et ça part de mouvances anarchistes. À partir du moment où les mouvances anarchistes se structurent, ça donnera un moment les syndicats quand il s'agira de travail, puisque Mhm. bon, ben, à l'usine, on fait un groupe. Ouais. Et comme on fait groupe, on a des intérêts communs, on a des problèmes en commun, etc. etc. Donc du coup, organisons-nous, pardon, et du coup ça donnera le syndicalisme. Et alors effectivement dans ces périodes-là, signifier, rajouter anarcho à syndicaliste, c'est histoire de dire voilà, moi je suis de la vraie quoi. D'accord. Voilà. Alors, c'est en 1941 qu'il débute sa carrière en tant que journaliste pour des journaux syndicaux. Justement, il s'occupe de la rubrique culturelle. En 1945, il écrit son premier roman, Le Serpent, qui est une grande réussite. Il faut savoir que Stig Dagerman, si en France ce nom est quasiment inconnu, en Suède, il est l'un des auteurs les plus importants des années 40. En 1949, il se retrouve incapable d'écrire. Non pas qu'il n'avait plus de capacité intellectuelle et qu'il avait perdu ses mains, il avait tout Ouais. ça. En revanche, il rentre dans une très très profonde dépression. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur le net. Hein. Je fais une petite Oui, oui, synthèse oui, pour oui. situer le personnage, pour qu'on comprenne ce que Mhm, je vais lire. mhm. En 1954, le 4 décembre, il se donne la mort, il s'enferme dans son garage et se suicide en laissant tourner le moteur de sa voiture. Et je n'ai pas la marque de la voiture. Bon, c'est pas grave. Le texte que je vais vous lire, c'est son dernier. C'est un texte, pardon, testament. D'accord, Il n'a été retrouvé, ce texte, qu'en 1981. d'accord, Et il a été écrit en 1952. d'accord. Donc déjà dans sa période de mutisme, Voilà. hein. D'accord. Et c'est précisément, d'après certains historiens, après l'écriture de ce texte qu'il s'est vraiment, mais alors vraiment enfoncé dans un mutisme complet. Donc voilà, si vous-même vous sentez pas top, c'est le moment de changer de chaîne, comme on dit. Ouais. Mais vous allez voir que Stig Dagerman nous surprend dans son pessimisme. Je vais vous lire alors le texte entier pour le coup, parce que c'est un petit texte, hein, de 20 pages totalement.
Oui, 20 petit pages, puis ça fascicule, quoi. commence à la page 11 et ça finit. Oui, voilà, ça Voilà. commence à la page 11 Donc et c'est ça même pas 20 finit pages, à la quoi. page 18, quoi. Voilà. Mhm. Je vous donnerai les références du bouquin que je lis après la lecture. Très bien. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Je suis dépourvu, pardon, je commence bien. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien aiguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose. Le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois la percevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi bandés. Puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer, un récit de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, à leur tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du gril de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation ne prenant pas en compte ma liberté est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation me crie « Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours ». Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule, et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses!
Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de tout au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent, et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurai pas, confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote. Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. Mais qu'est-ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vraies, qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car, à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour voir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne, de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir. Mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu, la capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe, et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort.
Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien ce ne soit moi. Il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté, l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans. Non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps, et par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons, et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue, en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer, et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître
c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société? Je suis obligé de répondre « nulle part ». Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance, et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes, le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Eh bien voilà. Bon, ça c'est fait. Oui. Alors pourquoi ça? Alors déjà, Pourquoi parce que là, la dernière fois, c'est vrai que tu l'as évoqué pendant l'émission, mais oui, je l'ai vite fait c'est pas la évoquer, première fois que tu m'en parles. Non, alors c'est pas la première fois que j'en parle déjà parce que c'était une rencontre, non pas avec l'auteur évidemment, mais avec le livre. Et j'aime bien ce type de rencontre. Pour la petite anecdote, donc, comment je suis tombé sur ce livre, parce que je ne connaissais pas non plus Stig Dagerman il y a quelques années. Je faisais mes études à Paris, et puis avec mon amie Stéphanie, qui est étudiante à Paris, enfin maintenant je crois qu'elle a terminé ses études, mais en tout cas à ce moment-là elle était étudiante comme moi, en biologie. On avait l'habitude, pour supporter la vie parisienne, moi j'avais beaucoup de mal à supporter cette vie parisienne-là, d'aller à ce fameux magasin qui n'existe plus, Virgin Megastore, sur les Champs-Élysées. Et on farfouillait les rayons à la recherche d'un livre ou d'un CD. Alors là, pour le coup, c'était un livre. Et je cherchais, sans trop chercher, tu vois, j'avais pas d'idée précise, je me baladais dans les rayons, bon. Et puis je vois ce petit fascicule avec un petit post-it, coup de cœur du libraire. Ce qui, en d'autres termes, veut dire livre totalement invendu. D'accord. Je prends ce petit bouquin, ce coup de cœur du libraire, comme à mon habitude, je farfouille les pages, il n'y en a pas beaucoup, et je tombe sur une page au hasard. Je lis le premier morceau, et je n'ai pas pu décoller mon regard de ce livre. Je l'ai lu en entier dans la librairie, et comme il ne coûtait pas trop cher, je l'ai acheté. Et mon amie est arrivée, elle, avec un immense livre, une bible, carrément, un truc mastoc. Elle voit mon petit fascicule, et puis elle part à rire, elle dit, c'est quoi ça? Tu triches? Je lui dis, oui, mais tu vois, c'est à ce moment-là qu'on comprend que la taille ne compte pas. Oui, bah oui. Oui. Donc ce livre, oui, j'en parle souvent parce qu'il est un des rares que j'ai lu. Ah oui. Et puis surtout, oui, parce que les gens imaginent que je lis beaucoup, c'est très faux. C'est très très faux. On le voit bien, on entend peut-être dans les émissions, j'ai un peu de citations à donner, je construis ma réflexion sur
mes conversations. Bon, j'espère bien que... Enfin, c'est pas parce que tu lis un bouquin qu'il faut en garder une citation, hein. Non, non, mais c'est vrai que ça fait joli. Ça fait quand même, surtout là, dans le milieu universitaire, Ça fait très légitimité. sympa. Voilà, Il faut voilà. pas prêter attention à ça. Bon, mais en tout cas, pourquoi ce livre? Eh bien, parce que quand on parlait la dernière fois de Pierre Bourdieu, alors je ne sais plus à quelle occasion, mais certaines phrases de Stig Dagerman me prêtait une réponse, notamment cette fameuse phrase que j'aime beaucoup, alors que je cite énormément, elle n'a rien à voir avec Pierre Bourdieu, mais je la cite beaucoup, cette phrase, le fameux « Celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté ». Je la prenais en exemple à un moment avec mes élèves en littérature. Parce que, pour plein de raisons, déjà pour sa construction et puis pour sa force et sa beauté. Et, je demandais aux étudiants de définir comment cette phrase pouvait disposer d'une force, bref, dans sa structure. Oui. Et donc pourquoi ce livre? Parce que j'aime bien ce livre, tout simplement. Oui. Parce qu'il me plaît, parce qu'il a une histoire, au-delà de l'histoire de Stig Dagerman, de l'auteur. Je parle ce livre dans ma bibliothèque, il est l'un des rares où on s'est croisés, ce livre. Est-ce que c'est quelque chose... qu'est-ce que tu peux t'approprier de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'a... Oui. Est-ce que toi-même, oui. par exemple, tu es passé par des périodes où tu t'es senti triste et où ça a aidé? Est-ce que tu l'as vu comme quelque chose qui t'a plutôt enfoncé, plutôt aidé? Non, pas comment du tu tout. l'as... C'est en ça que j'aime beaucoup ce livre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai réussi D'ailleurs, je dis triste, mais je sais pas le bon terme. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es retrouvé en dépression? Parce que c'est Oui, pas... ce serait quand même sacrément non, mais minorer j'ai le truc bien et dire compris, alors t'es tristounet. Non, mais j'avais compris la question, je te rassure. Précisément, oui. J'ai eu beaucoup de mal à poser des mots là-dessus, et ce n'est que très récemment que j'ose prononcer le terme dépression. Mais je l'avoue, oui, il y a une période pas si vieille que ça, où, pour diverses raisons, que je ne vais pas expliquer sur la radio, mais où je suis tombé dans une dépression assez sévère, très sévère. Et je crois que finalement, cette dépression, elle a commencé longtemps avant, mais je ne m'en rendais pas compte. Et il est vrai que Stig Dagerman, ce livre-là, parce qu'après du coup j'ai pris les autres livres, j'ai acheté d'autres livres de Stig Dagerman pour voir s'il était tout aussi pessimiste dans tous ses livres, quoique je n'ai pas trouvé si pessimiste justement. Ce livre-là m'a beaucoup aidé lorsque je n'allais pas bien du tout. Il m'a beaucoup aidé et étrangement, il m'a donné de l'espoir. Et non pas du désespoir. Ça remet... Bah, après, dans le texte, bon, j'ai gribouillé pendant que tu lisais, mais effectivement, il y a beaucoup de... C'est-à-dire que même quand c'est triste, un truc qui est assez pratique, c'est que, mine de rien, il pointe du doigt ce qui rend triste, j'ai l'impression. Oui. Et donc, du coup, si on sait d'où ça vient, ça peut éventuellement nous donner déjà un début d'angle d'attaque. Maintenant, faut s'y retrouver, quoi. C'est-à-dire que les dépressions, c'est jamais de les mêmes, quoi. C'est pas parce qu'il y a deux personnes en dépression qu'elles vont être en dépression, effectivement, pour les mêmes choses. Oui, voilà, mais c'est un processus, par contre, qui reste similaire, peu importe le pourquoi du comment. Le processus de la dépression, de la maladie qu'est la dépression, par contre, il renvoie à peu près au même schéma. C'est pour ça qu'on peut la catégoriser en tant que telle. Les causes, en revanche, sont elles, par contre, très variées. disparates. C'est souvent une accumulation, je crois, de causes. Une cause très précise. Il y a des traumatismes qui peut-être vont relever la dépression, mais la dépression, c'est une maladie qui est très mal connue encore aujourd'hui, et c'est souvent une accumulation de causes qui emmènent à la dépression. Tout à fait. Et alors, bon, après, à côté, on va dire, à côté de l'aspect médical. Oui, petite parenthèse médicale pour nos éditeurs et éditrices. Mais non, disons qu'il y a... Il y a beaucoup de poésie, quoi. Il y a beaucoup de très belles tournures. Il y a beaucoup de très beaux arrangements.
même, c'est au-delà du lexique, parce que dans tous les cas, c'est une traduction, donc il y a toujours de la perte. Il y a toujours de la perte, c'est impossible de... Voilà, ça c'est sûr. Traductor et traditor, et qui traduit, trahit, comme dit le gars qui la ramène. Mais pour le coup, il y a quand même des idées qu'on peut rattacher. Effectivement, alors à Bourdieu par rapport à notre dernière lecture. Oui, là, mais pas qu'à Bourdieu, évidemment. Mais évidemment, vous avez écho à notre dernière lecture. Et il tombe dans un écueil. C'est con parce qu'il serait tombé sur Spinoza, ça l'aurait peut-être sauvé finalement. Peut-être, oui. C'est ce que je pensais en relisant le texte. Je disais qu'il aurait dû tomber sur Spinoza. Effectivement, il utilise beaucoup cette idée de peur de vivre. Il parle de dualité, mais même avant même d'utiliser, il dit le mot duel ou dualité. Il dit duel, plus la phrase, mais il parle de duel, le mot est clairement prononcé. Mais c'est-à-dire même avant même qu'il le dise, ça se sent. C'est-à-dire qu'il va, il va donner dans la première partie, par exemple, il a ce truc où est-ce qu'il donne une cause, mais qui va donner deux effets différents selon la disposition dans laquelle il est. C'est-à-dire quand il est en chasse, l'idée de mort lui fait chasser des choses vivantes au rythme cardiaque sarcastique, il dit quelque chose comme ça. Mais par contre, la même idée de mort va lui susciter l'idée de trancher parce qu'en par fait, la suite. Même lorsqu'il parle de la consolation, finalement, il y a quelque chose de très philosophique aussi dans cet ouvrage, cette idée de la consolation, entre autres. Mais ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de... Comment dire, ça toucherait une certaine philosophie dans laquelle on pourrait foutre Aristote ou même Schopenhauer aussi. Ou est-ce que... c'est quelque chose qu'il évoque un petit peu plus tard, mais moi, ce que j'ai beaucoup ressenti cette idée de le manque. Oui. Et comme il y a un manque, il y a un désir. On essaye de se défendre de ce désir, mais se défendre de ce désir, ça fait qu'accroître le désir. Oui, parce qu'on parle chose. beaucoup, il parle beaucoup de désir, il utilise d'ailleurs un lexique qui est très lié au désir. Oui, mais c'est ça qui est un peu... Moi, ça me rend souvent triste, parce que... Mais je le comprends, je comprends totalement, je veux dire qu'on puisse avoir cette approche-là, mais avoir un désir qui se construit sur le manque, il n'y a rien de plus destructeur, puisque... c'est le propre du désir. C'est le propre du désir d'être basé sur le manque. Moi, je pense pas. En fait, je pense pas, et je pense que un désir qui se construit sur un manque, c'est la meilleure manière de effectivement être à jamais insatisfait. Et comme je disais, quelle que soit la nature du désir, même un désir amoureux, c'est-à-dire parce que si tu veux. Surtout quand il s'agit de relations humaines, je pense que c'est destructeur. Imagine que voilà, on va au bar, tu vois, on se retrouve quelque part et puis on voit quelqu'un qui a l'air particulièrement sympa. Oui. Tu vois, pas forcément dans une optique de couple ou de quoi que ce soit, tu vois, mais je veux dire, on voit quelqu'un qui a l'air sympa, il a l'air marrant, il a un sourire, il a une espèce de sympathie, de bonhomie qui transpire, tu vois. Et avoir le désir de cette personne, même si c'est dans le cadre amical, qui serait basé sur un manque, c'est-à-dire il n'est pas là donc je le veux, donc il y a une espèce de frustration sur laquelle arrive du coup une idée de désir. Si jamais on parvenait à nos fins et que finalement le gars ou la meuf on l'a fait se poser avec nous à la table et boire des coups, très vite ce désir disparaîtrait. Parce que le manque disparaîtrait et la frustration disparaîtrait et du coup si tu veux, on ne tirerait aucun plaisir d'assouvir un désir. Ah oui, mais ça c'est un cercle vicieux. Sinon c'est quelque chose qui est très fugace. C'est le cercle vicieux, c'est l'éros. Voilà. Oui, mais il n'y a pas que Eros. Non, mais dans le terme de relation dont on parlait, c'est tout à fait vrai. C'est la relation
on nommera dans l'Éros, relation platonicienne et non pas platonique, mais l'idée du manque. Si il me manque cet ami, et cet ami est au bar, je suis persuadé que cet ami va m'offrir ce bonheur. Finalement, non, pas s'il est lié, en effet, comme tu dis, à l'idée d'un manque. Puisqu'une fois que je ne manque plus de ce que j'ai, c'est l'ennui. Oui, il y a cette formule de Schopenhauer qui défonce, mais qui est vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment pas très joyeux. Enfin, il a cette formule où il dit, alors je me rappelle plus de la formulation exacte, mais il y a une formule qui ressemble à la vie oscille entre l'ennui et, je sais plus, la frustration, l'ennui et le manque. C'est-à-dire, on manque, puis après on a, alors du coup on s'emmerde. Mais moi je suis pas partisan de ça, quoi. C'est-à-dire que non, moi non plus. Hein. Je dis pas qu'il faut rentrer là-dedans. Je dis que c'est d'ailleurs même dans les relations humaines, c'est, je dirais, peut-être la première relation que l'on découvre, mais pas la meilleure. Et l'objectif, c'est de s'élever un peu vers une autre forme de relation. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, pour le coup, tu parlais de bonheur, mais c'est vrai que c'est dans tous les cas, là, disons que dans le texte, c'est un thème qui revient. D'ailleurs, il ouvre là-dessus. Bien sûr, oui. Il ouvre en disant je n'ai pas de foi, je n'ai hérité d'aucune foi. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. C'est ça. Donc c'est quand même l'ouverture, ça affiche le ton, c'est-à-dire l'ouverture, j'aimerais être heureux, mais bon, j'ai un peu raté le coche. Et il pointe du doigt le fait de n'avoir aucune foi. Oui. Et alors j'ai trouvé ça assez intéressant parce que il le reprend d'ailleurs dans la phrase juste après. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. Donc il répète énormément le mot Dieu, foi, dépourvu de foi. Et d'ailleurs, il se défend par après d'être pour autant athée. Ou d'être je sais athée, pas oui, non, il dit il a pas le bonheur de cultiver le doute ou quelque chose comme ça. C'est ça, il dit on ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses dessus du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Voilà, c'est ça. Mais justement, mais où es-tu du coup? C'est toute la question, je crois que c'est toute la question de ce texte-là, qui ne devait même pas être publié, parce que je précise qu'il a écrit en 1952, il s'est donné la mort en 1954, donc finalement il a laissé enfermer dans un tiroir ce texte-là. C'est dommage, parce que pour le coup, c'est à se demander, qu'est-ce qui reste? Est-ce que du coup tu es juste blasé? Tu vois, en mode, je suis pas ça, j'ai la flemme. Il explique un peu ça reboucle avec ce côté dépression. Oui, bien sûr. Pomper l'énergie, quoi. T'as plus rien en stock, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en plus, il explique un petit peu entre les lignes dans ce texte-là où il a peur. Peur de vivre, il dit. Oui, il a peur de vivre. Et il a peur de sa propre gloire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans ces années-là, Stig Dagerman est extrêmement connu en Suède. Il est un auteur très très apprécié, avec un groupe de fans. Comme Joule. Voilà. Il y a des gens, les gens attendent les sorties littéraires de Stig Dagerman. Et lui, il dit il est victime de son propre succès, parce que du coup, il n'ose même plus écrire de peur de nuire à son propre talent. Il explique de nuire à sa propre image. Donc du coup, de nuire à la propre personnage qui est créé. Et à l'idée qu'on a de lui. Oui, non, mais c'est ça. Il se sent, on parlait en antenne du syndrome de l'imposteur, il se sent comme lui-même, j'ai l'impression, un imposteur. Et il a peur de faire offense à lui, tout simplement, au personnage que les gens, la population, ses fans ont créé autour de lui. Oui, tout à fait, j'entends. C'est un auteur en plus qui a beaucoup parlé d'amour. Oui. Notamment, j'ai une phrase de lui qui est... j'ai pas la date de la phrase, mais j'ai la phrase. Or, il existe dans l'univers une douleur perçue uniquement par celui qui n'est pas aimé.
Et c'est une notion qui revient largement chez Stig Dagerman dans tous ses livres, dans beaucoup de ses livres, Le Serpent, son premier roman, L'île des condamnés, Automne allemand, L'enfant brûlé, c'est énormément question Oui, il de dit ça. plusieurs fois, même dans celui-là, Voilà. qu'il se catégorise en tout cas Ou comme en solitaire. 1949, le titre est très explicite, Ennui de noces. Ah oui, alors bah, moi, très franchement, si je devais dire ce que ça suscite, euh, je dois avouer que j'ai envie d'aller le secouer, quoi. Hmm. Très Oui, franchement, oui. j'ai envie d'aller et dire, c'est tout vrai, tout ça c'est vrai. Genre la vie c'est relou, tout ça, machin. Maintenant, viens, on va se manger un bout. Ça te dit pas? Après, on va boire un coup et puis autant on va rencontrer des gens et tout, tu vois. Genre, viens, on le tente. C'est quoi? Juste, on le tente. Dans tous les cas, bouffer, tu vas bouffer. Donc, tant qu'à faire, viens, Oui, bouffe. donc, Viens, tant on qu'à se la faire, bouffe. voilà. Voilà, tu vois. Et. Oui, mais alors moi, ce que je trouve quand même de magnifique chez cet auteur et dans ce texte-là, c'est que au-delà du pessimisme, comme on disait tout à l'heure, au-delà de oui, c'est envie de le secouer, il y a chez lui des espèces de lumière, comme ça, Mais de tu vois, lueur. secouer câlin, attention, hein. Pas secouer. Oui, j'avais bien tu compris vois. que. Hein. Voilà. Mais il y a chez lui cette espèce de surgissement de la lumière, il y a quelque chose de très beau dans son texte-là. Lorsqu'il parle de liberté, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression presque que le texte est coupé en deux. Alors certes, la plus grosse partie est assez pessimiste sur cette réflexion assez sombre, évidemment, de la consolation. Du désir, et notamment du désir de liberté, se libérer. Et au fond, la deuxième partie, le dernier mot de ce texte, on a cet espoir, j'allais dire, de la liberté. Alors on revient un peu à l'idée du manque. Hein. Je crois que c'est avec toi qu'une fois on discutait de l'espoir, et je disais c'est dans l'ouvrage L'Enfer de Dante. Où, oui, toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Voilà, c'est la phrase écrite sur la porte des enfers, et je disais, cette phrase, il aurait dû l'écrire à l'entrée du paradis. Non pas oui, mais parce que oui, mais du coup on se posait la question de ce qui est embêtant dans l'espoir. Est-ce que c'est pas plutôt le désespoir qui éventuellement le succède? Oui, la désillusion qui succède. Mais l'espoir en tant que tel, s'il est rassasié, pour le coup, si c'est un espoir qui n'est pas basé sur un manque, qui du coup sera automatiquement, c'est-à-dire moi j'ai l'impression que voilà, un désir qui est basé sur un manque ne peut aboutir qu'à rien de bon. Oui, parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui est enfermé dans sa propre gloire, enfermé dans sa propre douleur finalement, et qui est en quête de liberté, et qui se pose donc cette question à travers l'idée des consolations de la liberté. Comment me libérer finalement de la société? Comment me libérer de ces chaînes? On a l'impression que Stig Dagerman, il est enchaîné à la société. Il est enchaîné à sa gloire, il est enchaîné à la société, il est enchaîné à sa douleur. Il me semble, hein, j'ai pas trop lu parce que je trouve ça un peu bidon à chaque fois de me préoccuper de la biographie des auteurs. Non pas que c'est pas bidon, mais ça peut être intéressant. C'est pas l'angle d'approche qui est le nôtre en général, voilà. Mais du coup, si là, par exemple, tu lis ça et que derrière tu dis oui, ben, c'était quelqu'un qui tenait une boîte de nuit et puis il était tous les soirs avec plein de gens. C'est pas la même chose que si tu me dis c'est un ermite. Ce que j'ai appris en travaillant un peu pour l'émission, c'est que Stig Dagerman, en 1949, donc lorsqu'il décide lorsqu'il commence à plonger sévère dans sa dépression, il faut savoir qu'il se sépare de sa femme. Et ça, il le prend très très mal, je crois, cette séparation. Puisque ça coïncide en tout cas avec les dates. Hein. Ouais. Voilà. On dit, il n'arrive plus, il est incapable d'écrire parce qu'il est trop présent dans son couple. Il est trop... il est incapable d'écrire à partir de là. C'est intéressant. Ouais. Il est incapable d'écrire, il est trop lié à son couple, et on a dit que son couple l'empêche d'écrire. Il devient incapable d'écrire, et c'est de cette incapacité, on a l'impression d'écrire, que va surgir une dépression latente.
En fait, c'est un peu, ouais. Alors, tu vois, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu, Dis-le à ta sauce. Hein. ouais, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu dommage de, imagine, d'accord, t'as une marotte, d'accord. Bon, là, c'est Ok, l'écriture, c'est ce qui lui a réussi, d'accord, apparemment. apparemment. Bon, parce qu'avec le serpent, il gagne en notoriété, tout ça, Oui, son machin. premier roman est très... Ouais, en 1941, ben, les autres aussi, hein, je te rassure. Oui, 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 mais ça va, je te crois. Et bon, il se met en couple, il tombe éperdument amoureux, bon, assez pour être accaparé par le couple. Bon, ben, soit. Enfin, du coup, tu as toujours tes mains et tes doigts au bout des mains, hein, si tu veux tenir un stylo plus tard. Ah, mais Euh, alors là, euh, je comprends un peu peut-être Stig Dagerman parce que j'ai pas eu la même réflexion, parce que je ne prétendrai pas avoir la réflexion de Stig Dagerman, je ne sais même pas ce qu'il a pensé. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, dans un niveau beaucoup plus amateur, évidemment, hein, loin de moi l'idée de jouer au grand écrivain. Mais bon, il se trouve que j'aime écrire, on en a quelquefois discuté, toi aussi d'ailleurs, tu aimes écrire et tu écris beaucoup, peut-être plus, de manière plus professionnelle que moi. Ça, j'ai pas dit. Euh, J'ai pas encore publié, donc ça compte pas. Bon, ben voilà. Il se trouve que, bon, je laissais, j'égrenais quelques extraits de ci, de là. Mhm, mhm. Et fortiori, avec le temps, je ne sais trop pour quelle raison, mais il y avait, mais j'entends bien, hein, pour nos éditeurs auditrices, même pour toi, je ne mets pas dans la peau d'un grand écrivain torturé, hein, qu'on soit bien clair. Il y avait des personnes, en tout cas des individus, qui me suivaient, notamment. Déjà, je suis pas très grand, Ouais, je suis en pas très plus. écrivain, je suis même pas très torturé, alors c'est pour vous dire. Mais non, mais c'est pour remettre dans le contexte, pour pas, je vais pas fausser, voilà. Mais il y avait quelques personnes que je ne connaissais pas forcément, hein, au-delà de mes amis évidemment, qui suivaient ces petits textes ou qui disaient pourquoi vous ne publiez Mhm. pas, etc. Bon. Et puis surtout, à un moment, j'ai arrêté d'écrire. Enfin, j'ai pas arrêté d'écrire, mais j'ai toutefois arrêté de dégrainer comme ça De des petits produire. mots, des extraits de ce que j'écrivais. Voilà. Euh, et puis, on m'a posé la question à de nombreuses reprises, pourquoi vous n'écrivez plus? Mhm. Euh, et il est vrai que je n'écrivais plus. Et bien, pourquoi je n'écrivais plus? J'ai répondu, je ne sais plus le nom de la dame en question, je ne peux pas donner le nom de la dame à l'antenne, mais en tout cas, la dame me pose cette question, puis je lui ai dit, je réfléchis évidemment, je réfléchis pendant 2 jours, et 2 jours après, je lui réponds. Parce que. Euh, je lui ai dit, je n'écris plus parce que je vis. Mhm. Et donc, je n'ai pas le temps d'écrire. Oui, oui, Je ne je peux pas comprends être. tout à Voilà. fait ça. Je Voilà comprends pourquoi tout à je fait dis ça. du côté de Sting Ackerman, sa décharge, après je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais je peux comprendre qu'il est arrêté d'écrire lorsque il a trouvé... Mais c'est-à-dire, moi, enfin, c'est même pas le truc comment dire, c'est pas le. Bon, par ailleurs, on pourrait dire, c'est une fois qu'on est en couple, il faut pas se détruire, se Mhm. désintégrer vis-à-vis du couple. Il faut toujours avoir une Bien individualité sûr, oui, et oui, ses oui, propres choses. bah oui. Mais sans aller là-dessus spécifiquement, si tu as quelque chose de nouveau qui te plaît Mhm. et que ça te rend heureux, et que tu le privilégies, là en l'occurrence sur Mhm. l'écriture, bah kiffe-le, mon gars. Kiffe-le. Et puis après, si ça te lasse, eh ben, retourne à l'écriture, si l'écriture ça te fait kiffer. En fait, c'est un Bon, peu. après, D'ailleurs, c'est d'autant plus dommage qu'il recherche une liberté que de pas faire ce qui lui plaît presque. Tu vois ce que je veux dire un oui, peu. après, pour remettre dans le contexte, quand on voit Ce qui est pas facile, hein, Oui, attention. là, Hein. surtout, Parce j'allais que dire, d'autant plus quand par ailleurs tu te vois comme enchaîné oui, à une et image, d'autant etc., etc. plus Hein. dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que je regardais les dates des ouvrages, 1941 le premier, le suivant 1946, on comprend bien pourquoi il arrive en 46, 47, 48, 49, donc un par an. Hein. Euh, on est dans des années d'après-guerre, mais la guerre est toute fraîche encore, et Stig Dagerman avait été envoyé faire des articles sur l'Allemagne détruite. Donc, je pense que dans sa dépression, il faudrait inclure aussi le contexte historique
Il me semble que le monde Bien sûr. des années 40 n'est comme on pas disait le tout à l'heure, plus, sa le vie plus c'est brillant. important, mais là, dans quoi sa vie se développe, c'est important. Ouais. Oui. Je pense pour comprendre le truc. Ouais. Et là, vu le contexte de ces années-là, bon, c'était moins rose. Mais il en parle d'ailleurs d'une manière assez subtile, mais quand même il l'évoque. C'est à plusieurs reprises, il y a des formules sur la non-liberté. Oui, oui, oui. Il a à un moment, il dit même le monde. Clairement, il dit le monde est plus fort que moi. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Le monde est et là, du coup, effectivement, ça reboucle avec les coups du déterminisme un petit peu. Oui, Mais si oui. on a mal compris, c'est-à-dire, enfin. Mm. Sauf si on n'est pas d'accord avec Bourdieu et qu'on est plus sévère, comme je disais l'autre fois. Mais c'est vrai que Je suis pas effectivement. d'accord en tout point avec Bourdieu. Non, mais t'as bien raison. Et moi non plus d'ailleurs. Et moi non plus. Mais comme je disais la dernière fois, c'est un auteur que je dois davantage découvrir avant de pouvoir me prononcer correctement. Oui. Non, mais pour le coup, il y a vraiment ce truc de. Je suis non libre. Il a même un développement autour de je suis non libre, donc je ne suis pas. Je suis pas libre, donc je suis pas responsable. J'ai des excuses, mais d'ailleurs, par ailleurs, je ne cherche pas d'excuses. Oui. Donc je dis pas que je suis non libre pour avoir une excuse. Si tu veux. Et moi déjà de base, le truc de non libre égale non responsable, je suis pas d'accord trop avec ça en fait. Ben, lui non plus, parce que je crois qu'à un moment, il explique ça. Je ne sais plus à quelle page. Alors là, ce dont on parlait, j'ai la citation sous les yeux, enfin le texte sous les yeux, où il dit si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais, il y a toujours des mais, hein. Remarquez, à chaque fois, Stig Dagerman, il plonge et hop, il sort la tête. Faut faire gaffe parce que ce qui est avant les mais, normalement, ça compte pas. Hein. Mais, d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Moi, je sais pas. En fait, moi, je me pose la question de la portée de cette puissance. Parce que je pourrais signer, ce coup de... cette idée de puissance, déjà qu'il y a un terme qui est pas désuet. On sait pas forcément ça, mais la puissance, c'est un thème qui est très abordé par beaucoup de philosophes, et notamment durant la même période par un philosophe qui à ce moment-là est mort, mais qui s'appelle Friedrich Nietzsche. Ouais, Nietzsche qui d'ailleurs a écrit La volonté de puissance, qui d'ailleurs, bon, par ailleurs, qui a été approprié, modifié par sa sœur pour en faire un des écrits au service du nazisme, mais parce que la puissance, c'est un terme qui est très sondé, qui est très exploré par les philosophes. Et c'est vrai que moi, je me pose la question de cette portée. C'est-à-dire, la puissance est là, mais est-ce qu'elle va plus loin que moi ou qu'un cercle restreint? Moi, j'ai cette petite déformation scientifique, physique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui décroît carré de la distance, quoi, presque. C'est-à-dire que... non, mais c'est ça, c'est-à-dire que la puissance jusqu'à la limite de ma peau, et ça va, bof. Mais sur mon prochain, éventuellement, je peux être un déterminisme qui le déterminera mais sans plus. Et autrement dit, pour dire une formule toute bête, je ferai pas la révolution à moi tout seul, quoi, tu vois. Oui. Donc oui, non, la puissance, je signe, tout en posant la question de... Oui, mais tu as raison de poser la question. Est-ce qu'elle est du même acabit, est-ce qu'elle a la même intensité que le monde à laquelle elle s'oppose? Est-ce qu'elle en a besoin pour être pertinente? Ou est-ce que simplement mon sujet est suffisant, quoi? Tu as raison de poser la question, mais moi ce qui m'a plu, tout à l'heure je posé la question pourquoi ce livre, ce qui m'a plu dans cet ouvrage-là, c'était à travers ces phrases, cette puissance que j'entendais moi par l'existence, c'est-à-dire, il en parle d'ailleurs au début de la vie.
Lorsque cette phrase-là, moi, elle m'avait transcendé pour le coup, là, car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance, et mon pouvoir est redoutable autant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Euh, Cette idée, elle m'intéresse beaucoup, de la puissance, au-delà de l'individu, hein, parce que c'est un peu ce qu'il dit, mais cette puissance d'exister un peu envers et contre tout. Euh, et je lisais la suite, mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Il y a quelque chose dans cette phrase qui, les gens diraient pessimiste, non, je trouve que c'est une phrase très belle, évidemment, on a dit, une très belle écriture. Il y a quelque chose de terriblement vivant dans cette phrase. Quelque chose de terriblement touchant aussi dans cette phrase. Surtout quand on sait comment ça arrive à l'auteur. Quand on connaît la fin. Voilà. Parce que alors là, pour le coup, le silence, il a pris au pied de la lettre. Ah oui, non mais tout à fait. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi. Il a tout un passage où est-ce qu'il parle de la vie et du but de la vie. Oui. J'aime beaucoup. Il a une formule, c'est vrai, qui ressemble à. Franchement, c'est con de voir la vie comme une consolation de la mort, quoi. Oui. Et c'est très vrai. Et il dit plutôt le renverser comme la mort comme consolation de la vie. Alors bon. Je pense qu'on a tous de toute façon ressenti ça, ce truc. Tu sais presque une phrase qui ressemblerait à putain, j'irais bien mourir, mais juste une semaine, tu vois. Tu vois, vous foutre la paix, tu vois. Mais voilà, mourir une semaine, je veux bien. Ça m'irait. Mais oui, non, il a ce truc avec la vie qui cherche pas à atteindre une performance. La vie n'est pas une performance. La vie n'est pas une performance. Il a même parlé de mathématiques. Mais la vie est parfaite, et du coup, la vie qui est parfaite, du coup, ne recherche pas la performance. Oui, ce qui est parfait ne recherche pas de performance. Moi, c'est ça qui me... C'est fou, parce qu'il y a un peu, j'ai envie de dire... tout et son contraire dans le sens où il explore vraiment des directions très différentes. Oui. Parce que sans ça aussi, on peut parler d'un texte philosophique, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui est posée, qui est à vif comme ça, qui est... Dans cette tirade, contrairement à beaucoup du reste du texte, on pourrait entendre quelque chose qui ressemble à contente-toi un peu de ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Puisque la vie est parfaite, n'essaye pas n'est pas une approche performatrice de la vie, mais contente-toi de la vivre. Et ça, qui est un truc un peu stoïque, un peu contente-toi de ce que tu as, opposé à quelque chose qui ressemble plus à je suis mécontent de tout. Parfois bien, parfois mal, mais je suis mécontent de tout. Ça fait un peu contradictoire, et c'est très sympa. Il y a une contradiction que je trouve assez drôle dans le dernier paragraphe. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige, une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Et donc voilà, ce sont des... je trouve cette formulation assez ironique pour quelqu'un, finalement, qui n'est même pas athée, hein, j'allais dire. Hein. Ah oui. Où il nous parle du miracle, où il nous parle... mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Et je disais, non, la phrase surtout qui m'interroge, c'est la toute dernière, une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. C'est une phrase qui m'interroge sur plus grand qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Je la lis moi aussi, alors attends. Je sais que les rechutes dans le désespoir, c'est où? Dis-moi où c'est. C'est, voilà, juste là, le dernier paragraphe. Ouais, alors je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie,
C'est-à-dire une raison de vivre. Oui, d'accord, oui. D'accord. Oui, bah effectivement, il y a quelque chose là qui se joue. Alors la question qui pose peut-être, c'est est-ce une fois qu'on a trouvé la bonne consolation, on cherche plus de raison de vivre, puisqu'on l'a trouvé. Oui, mais alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il différencie la On cherche consolation plus de la de. philosophie. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Souvent, on cherche l'amalgame. plus de justification Mhm. quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, là, il n'en cherche, il n'a plus cherché aucune. Oui, d'accord. Mais Oui, oui, mais oui, je non, mais suis je pas comprends. sûr Mais que non, mais... là, au moment où est-ce qu'il écrit ça, Oui, moi, j'ai oui. pas l'impression qu'il est dans le même mood que celui qui le fera se pendre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu as raison, parce que il en parle, il sait que les rechutes seront nombreuses, mais il espère qu'il y a cet espoir du miracle, de la libération. Alors, on arrive à la fin, Oui, malheureusement. C'est toujours trop court. Je voulais parler du temps parce qu'il parle du temps. il Et en parle c'est beaucoup. assez sympa. Il en parle Ça beaucoup, mais je m'énerve. ne suis pas sûr qu'il en parle. Il parle du temps comme la durée, finalement. Oui, je sais, mais c'est intéressant de Oui, parler oui, du bien temps sûr, bien sûr. comme outil de mesure de la vie, etc. Je trouve ça Ça, assez je trouvais intéressant. ça aussi Mais très, bon, très beau. ce sera pour la prochaine fois. Bien sûr. Ou, en tout cas, pour ceux qui le prendront, ils pourront se faire leur avis. Oui, alors N'est-ce juste je pas? vous donne quand même les petites notifications de ce livre. C'est un texte de Stig Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Il a été traduit du suédois par Philippe Bouquet et c'est aux éditions Actes Sud, la version que je vous ai lue. Très bien, Voilà. c'est noté. Anthony, je sais pas qui sera à ta place la prochaine fois. Je sais pas du tout. Et je suis même pas sûr de qui sera à la mienne, pour être Ouais. franc. Je ne sais pas si les auditeurs entendront nos voix. On va se mettre C'est là-bas, on ça. regardera avec C'est ça. quelques chips. Enfin, dans tous les cas, chers auditeurs, je vous dis à bientôt Hmm. pour une prochaine émission. Livrons-nous. Oui, A priori, ça devrait s'appeler comme ça. ça va s'appeler comme Ça ça. nous plaît c'est bien. joli. Très bien. Alors, Merci, à Julie. bientôt. À bientôt. Merci, Anthony.